Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, selon votre position sur la planète. On se retrouve à nouveau pour le Monde en 7, qui nous permet de revenir sur les principaux sujets qui ont retenu notre attention dans le flot de l'actualité de la semaine. Ce samedi 18 décembre 2021, nous allons parler en première partie de la Côte d'Ivoire et évoquer l'ouverture du dialogue politique sans le GPS de Guillaume Soro. On sera du côté du Mali pour évoquer la visite d'État de Macron annoncée puis annulée à la dernière minute. Et en seconde partie, ce sera le Togo. Nous allons revenir sur les interpellations de journalistes et activistes. Le procureur de la République près le tribunal de Lomé s'est expliqué. Reporters sans frontières et Amnesty International s'indignent. Voilà le menu pour faire ce débat avec moi ce samedi. Sur le plateau, je reçois Luc Abaki, journaliste et analyste politique. Bonsoir Luc Abaki. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter à chaque fois. Et merci d'être notre invité. Face à vous, Louis Magloire Kemayou, journaliste également et président du Club de l'information africaine. Bonsoir Louis. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci également d'avoir répondu à cette invitation. On part tout de suite sans transition du côté de la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique entre les acteurs politiques s'est ouvert. Un dialogue annoncé plusieurs fois qui finalement s'ouvre dans un format qui rassemble des partis politiques qui autrefois étaient exclus du jeu, notamment le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Seulement voilà, ce dialogue s'ouvre sans le GPS de Guillaume Soro. Faut-il y voir toujours ce malaise entre l'ancien Premier ministre et le président Alassane Ouattara? Avant de faire le débat, je vous propose de suivre cet élément. Le Premier ministre Patrick Kachi et Patrick Ama-Onien se prononcent sur le dialogue. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et nous serons là mardi avec nos propositions et notre contribution pour une paix durable dans ce pays. L'espoir que nous formons, c'est que ce dialogue-là permette à cette classe politique-là de s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là. Beaucoup d'optimisme donc du côté des participants à ce dialogue. Luc Abaki, c'est un dialogue qui s'ouvre dans un contexte où il n'y a pas véritablement d'enjeu électoral en vue. C'est vrai qu'il y a les élections locales en 2023, mais immédiatement, il n'y a pas d'enjeu électoral. Ce climat est-il plus serein pour discuter? Logiquement, oui, c'est plus serein parce que, vous savez, le dernier dialogue avait été ouvert à la veille des élections locales et vous avez vu toute la tension qu'il y avait autour. Donc aujourd'hui, où la perspective d'une élection n'est pas immédiate, je pense que les esprits sont plus apaisés et on peut mener une discussion en bonne et due forme sur les fondamentaux de la République ivoirienne. Mais si vous voulez mon avis personnel, vous savez, ces histoires de dialogue politique, etc., moi, j'inscris cela dans le registre des folklores qui n'engagent pas véritablement la sincérité. Vous allez voir, par exemple, les pays développés, est-ce qu'on parle de dialogue politique là-bas? En France, ailleurs, il n'y a pas de dialogue politique. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous êtes élu, si vous travaillez dans les bonnes conditions, vous respectez l'orthodoxie de la gouvernance, vous faites en sorte que la démocratie soit appliquée et les règles républicaines soient observées, vous n'avez pas besoin d'un dialogue politique. Alors, ce dialogue-là, il s'ouvre pourquoi? Justement parce qu'il y a une crise. Et cette crise-là est tributaire des conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Et même le premier dialogue qui avait été ouvert en 2019 par Gonk Lubali était ouvert justement parce que à un moment donné, il y a une forme de non-respect des engagements, notamment vis-à-vis du PDCI et puis ensuite du GPS, Guillaume Soro. Et donc, ces gens étant alors sortis de la dynamique unitaire qui fondait justement la gouvernance de Alassane Ouattara, et le pouvoir était obligé justement d'initier un dialogue en vue de ramener les gens autour voilà, d'une table de discussion qui, à vrai dire, est une astuce pour gagner du temps et en même temps conquérir une forme d'apaisement et donc dérouler la vision du pouvoir. C'est ça. Est-ce que pour vous, ce dialogue qui s'ouvre, on rappelle le contexte, il n'y a pas d'enjeu électoral en vue, c'est un dialogue qui a vocation à solder la crise électorale passée?
Non, la vocation n'est pas celle-là. La vocation, de mon point de vue, et je suis tout aussi pessimiste que Luc, la vocation, c'est de montrer simplement que les gens se rencontrent, se parlent de façon civilisée. Et ça, c'est pas ce que les Ivoiriens attendent, parce que la situation dans laquelle les politiciens ivoiriens ont placé leur pays aujourd'hui, c'est celle d'être dans des promesses qui ne sont pas tenues. On donne l'impression que les gens s'entendent, pourtant ils ne s'entendent pas. Guillaume Soro a été allié avec Alassane Ouattara. Avant cela, il était allié de Laurent Gbagbo. On a vu également Laurent Gbagbo qui avait été allié avec le président Ouattara, qui a été allié avec le président Bédié. Et toutes ces alliances-là se font et se défont sans que les électeurs comprennent clairement quel est le projet à travers les unions ou les dialogues. Et ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est pas que les politiciens s'entendent entre eux, c'est que les Ivoiriens se réconcilient entre eux. Parce que ça fait aujourd'hui que... Est-ce que l'un ne dépend pas de l'autre? Non, ça ne dépend pas, l'un ne dépend pas de l'autre. Parce qu'à la base, il faut d'abord que la société soit apaisée. Or, la société ivoirienne aujourd'hui est plus que divisée. Le théorème, quand vous prenez le sujet de l'ivoirité, par exemple, c'est un débat qui n'a pas été vidé de son contenu. Oui. On reste quand même très arc-bouté sur le fait qu'il y a certains Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que d'autres et d'autres qui devraient, à la rigueur, s'excuser d'être Ivoiriens. Donc, pour ça, je pense qu'il faut commencer par réconcilier la société avec elle-même. Et si, à travers cette réconciliation, les politiciens eux-mêmes peuvent faire le travail de se réconcilier entre eux, tant mieux. Mais la priorité ici, ce n'est pas que les politiciens fassent semblant de s'aimer ou de s'entendre. Ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils aient des projets de société, c'est qu'ils aient la capacité d'être des leaders, c'est-à-dire de ne pas subir leur base, mais de tracer la voie que la base doit suivre et se tenir à cette voie-là. Quitte à ce que ça leur coûte des voix sur le plan électoral, moi je pense qu'il est important d'être un leader politique. Qu'on dirige par l'avant ou par l'arrière, leading from behind, comme disait Nelson Mandela, quelle que soit la façon dont vous dirigez, il faut être un leader. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de leader. Et c'est vraiment un problème. Réunir quand même les acteurs politiques autour d'une table de discussion, ça n'est pas... C'est pas une évidence. Il y a 2020, on se rappelle le contexte dans lequel les élections sont déroulées. Est-ce que déjà la tenue même du dialogue n'est pas une petite victoire dans le sens de la réconciliation? Bon, tant mieux si ils peuvent se mettre ensemble et essayer de discuter, en tout cas poser les vrais problèmes qui minent justement la vie politique ivoirienne. C'est tant mieux. On peut considérer que oui, en l'état actuel des choses, étant entendu que l'État lui-même est pratiquement déconstruit et déstructuré pratiquement, si les leaders politiques peuvent apporter une contribution qui va permettre donc de baliser la voie à une réelle réconciliation, tant mieux. Mais comme je l'ai dit, je pense que mon confrère l'a dit avec plus d'aisance, c'est qu'en réalité, il suffit pour le gouvernement de se montrer véritablement leader. Leader voudrait dire tout simplement qu'il sait s'élever au-dessus de la mêlée et donc il prend à bras le cœur les charges qui sont les siennes et qui permettent justement de créer un climat ou un écosystème où chaque citoyen ivoirien se sent réellement citoyen et donc en mesure de bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage lié à la citoyenneté, voyez-vous. Donc, qu'ils discutent, tant mieux, mais vous allez voir, même tous les dialogues qui ont été initiés un peu partout permettent tout simplement aux gouvernants de gagner du temps, de conquérir une forme d'apaisement. Il n'y aura plus de joutes verbales, il n'y aura plus d'attaques frontales sur le plan du discours. Et au même moment, ça crée de l'espoir, en tout cas dans le champ des leaders politiques. Mais au même moment, les conditions des citoyens ne changent absolument pas. Pour la simple raison que les gouvernants dans nos pays ont une perception un peu biaisée du pouvoir lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'ils y sont, ils oublient leur mission qui est d'œuvrer pour les meilleures conditions de vie des citoyens, de tirer le peuple vers le haut et donc de faire en sorte que la population ou le peuple ou la société elle-même puisse évoluer de façon progressive sur la base des instruments juridiques, en tout cas tout ce qui permet de vivre ensemble. Donc lorsque vous prenez le pouvoir comme une fin en soi. Et lorsque vous y suivez, vous avez tendance à pouvoir récompenser des gens autour de vous et de faire en sorte qu'on donne l'impression finalement que c'est un gâteau qui se partage. Du coup, les autres
ont tendance à penser qu'ils sont laissés sur le carreau et qu'ils souhaiteraient aussi, vous allez voir, à un moment donné, on vous dira qu'il faut un gouvernement d'union nationale et donc on partage des postes à des gens. Et au même moment, la population ne se ressent pas, ne se sent même pas dans tout ce qui se fait. C'est ça qui est vraiment dramatique dans nos gouvernements, en tout cas dans nos pays. Alors, ce qu'on remarque quand même pour ce dialogue qui s'est ouvert, c'est l'absence donc notable du GPS de Guillaume Soro. Est-ce que ça veut dire que la réconciliation entre Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale par ailleurs, est toujours assez difficile aujourd'hui? Oui, je crois que ce serait mentir que de dire le contraire. Et puis, il y a une grande partie quand même de l'état-major de Guillaume Kigbafori Soro qui est actuellement en prison. Oui. Une autre partie a été siphonnée pour rejoindre le parti d'Alassane Ouattara. Et donc, ça ne crée pas les conditions pour un dialogue serein entre eux. Donc, je crois que ce contentieux-là ne pourra pas être évacué tant que les deux n'auront pas choisi de se parler très franchement et de régler leurs comptes entre frères ou entre camarades de parti. Mais je pense que c'est secondaire, malgré tout. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la première intervention, c'est que l'idée aujourd'hui de donner l'impression que tant que les politiciens ne se sont pas réconciliés, il ne se passe rien, n'est pas quelque chose de concret. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à mettre la priorité sur les Ivoiriens. Parce que c'est pour eux que ces acteurs politiques se mettent en avant. Ils ne se mettent pas en avant pour leur poste. Ils ne se mettent pas en avant par rapport à leurs amitiés ou à leurs adversités. Ils se mettent en avant pour régler les problèmes des Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il faudrait aujourd'hui qu'au-delà, qu'en outrepassant tout ce qui peut être aujourd'hui des contingences ne permettant pas aux uns et aux autres de se parler, qu'on mette la Côte d'Ivoire en avant, qu'on mette les Ivoiriens en avant pour régler leurs problèmes. Une commission vérité, justice et réconciliation devrait voir le jour et devrait faire sérieusement son travail. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu au Togo même. Il y a eu une commission pareille, pilotée par l'ancien Premier ministre Feu Charles Konan Banny, mais qui n'a pas véritablement abouti. Non, ces conclusions n'ont pas été mises en œuvre. C'est différent. Ces conclusions n'ont pas été... Parce que les conclusions ont été publiées sur Internet, elles ont été remises au président, publiées sur Internet, mais il n'y a pas eu de suivi. Pourtant, c'est ça ce qu'il faut. Arriver à faire en sorte que les gens comprennent ce qui s'est passé. Parce que le plus important, le plus difficile, c'est pas de tomber. C'est de faire en sorte qu'une fois qu'on est tombé, on arrive à se relever. On peut tomber 7 fois. Si on se relève 8 fois, il n'y a pas de problème. Or là, on n'a même pas identifié la raison pour laquelle on est tombé. On sait grosso modo que c'est le problème de l'ivoirité. On sait grosso modo que les hommes politiques entre eux se mentent, qu'ils n'arrivent pas véritablement à bâtir un front commun pour régler les problèmes des Ivoiriens. Mais quand on sait de façon confuse et diffuse tout cela, il faut arriver à mettre en œuvre les conditions pour que la société soit soignée. Et si on ne soigne pas la société, on ne soignera pas ses dirigeants. Et le problème aujourd'hui, c'est que les dirigeants ont l'impression que ce sont eux d'abord qui doivent être soignés et qu'après, s'ils sont soignés, peut-être qu'éventuellement ça ruissellera sur la société. Or, la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive, encore une fois, de la croissance au sein de l'UEMOA, devrait jouer pleinement son rôle. Et pour jouer cela, elle doit être en santé, en bonne santé. Est-ce qu'on peut quand même valablement poser un débat sur la Côte d'Ivoire en excluant un personnage comme Guillaume Soro? Logiquement, non, parce qu'il a toute une histoire. De toute façon, Alassane Ouattara lui-même, le fait qu'il soit au pouvoir aujourd'hui, a été quasiment porté par ce personnage dont nous parlons aujourd'hui, notamment Guillaume Soro. Mais moi, je vais éviter le problème des personnes pour focaliser le débat sur des causes. Voyez-vous? C'est vrai qu'Alassane Ouattara, en excluant le GPS, d'ailleurs même dans sa perception actuelle, c'est que le GPS n'existe pas. D'autant plus qu'il y a eu un procès qu'il a, dissous. Voilà. Mais malheureusement, il ne peut pas effacer le fait qu'il a une histoire qui est rattachée à la personne de Guillaume Soro et tous les événements que la Côte d'Ivoire a eu à connaître pendant les 15 ou 20 dernières années engagent véritablement la personne de Guillaume Soro, de Ouattara et puis des autres leaders en question. Donc, je pense qu'il faut qu'il dépasse ces problèmes d'hommes qui, malheureusement, révèlent certains égos, des incapacités à surmonter des ressentis négatifs et qui font qu'on fait des calculs politiciens à chaque fois qu'on veut initier quelque chose qui engage normalement la vie du pays. Logiquement, comme il a souligné, on ne peut pas admettre le principe d'avoir
des leaders politiques en prison pour des raisons clairement politiques et envisager une réconciliation entre acteurs politiques. Ça n'a pas de sens. Parce que logiquement, si vous avez été amené à incarcérer des gens, à les mettre en prison pour une cause politique, avant même d'envisager un dialogue quelconque, il va falloir d'abord, pour des raisons d'apaisement et de réconciliation, justement, les libérer. Et ensuite, initier éventuellement ce dialogue-là dans le but de recueillir, bien sûr, les idées, les points de vue, etc., qui peuvent contribuer à conforter, votre vision. Mais si ça se passe de cette manière-là, avec cette exclusion majeure de la personne de Guillaume Soro et de tout son appareil directionnel, bien sûr qu'il y aura un goût d'inachevé au bout de cette En même temps, rencontre. est-ce que Guillaume Soro lui-même fait les efforts pour s'inviter? Est-ce qu'il a des efforts à faire dès lors qu'il est exilé et donc il jouit quand même de beaucoup de procès, en tout cas des décisions juridiques au plan supranational qui logiquement devraient amener le pouvoir d'Abidjan à lui laisser la marge qui est la sienne. Donc en réalité, lui, il est une victime. Et il attend que ceux qui gouvernent le pays et qui ont donc les leviers du pouvoir puissent faire ouvrir le champ comme il se doit et se montre suffisamment républicain, suffisamment ouvert et qu'il concède donc les droits à chaque citoyen, dont justement Guillaume Soro. Est-ce que finalement le pouvoir ivoirien aujourd'hui ne considère pas les dissensions avec Guillaume Soro peut-être comme un problème secondaire à régler hors dialogue actuel? Non, je ne crois pas. Ils vont s'abriter. Moi, je crois que les autorités ivoiriennes s'abritent derrière le fait qu'il y a la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que des poursuites ont été engagées contre Guillaume Soro, et donc tant que ces poursuites sont en cours, Guillaume Soro ne viendra pas en Côte d'Ivoire. Et donc s'il ne vient pas, ce n'est pas de la faute du gouvernement, c'est qu'il y a un procès et qu'il ne veut pas lui-même, à son arrivée, être incarcéré. Le président Gbagbo est rentré alors qu'il y avait une peine qui était contre lui. Elle n'a pas été exécutée. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir ou penser que si Guillaume Soro revenait, il serait traité de la même manière? Rien ne le garantit. Mais le simple fait qu'il y ait aujourd'hui des actions judiciaires engagées contre Guillaume Soro fait qu'il ne peut pas logiquement venir en Côte d'Ivoire. Et donc, vu qu'il ne peut pas venir, même si le gouvernement l'y invitait, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de garanties proposées pour qu'il se sente en confiance afin de rentrer au pays et de prendre toute sa part dans l'œuvre de réconciliation entre les politiciens et les citoyens ivoiriens. Mais est-ce que ça signifie aujourd'hui que les deux ne se parlent plus, Alassane Ouattara et Guillaume Soro? Je crois qu'ils se surveillent. Peut-être qu'ils se parlent par des canaux privés, des canaux discrets que nous ne pouvons pas utiliser ou dont nous ne sommes pas informés. Ça a été le cas encore une fois concernant Gbagbo. Au moment où il devait rentrer, c'est le ministre Amadou, non pas Amadou Gon Coulibaly, mais Ahmed Bakayoko, qui était à la manœuvre, qui a préparé pendant très longtemps dans les coulisses le retour de Laurent Gbagbo. Et donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose du même type qui se fait avec Guillaume Soro, et donc, si on a pu le faire avec Gbagbo, qui a été renversé, avec lequel il y avait un vrai contentieux, à la fois politique et électoral, logiquement, ça devrait se faire aussi avec Guillaume Soro. Alors là, dialogue, on a vu les représentants. Bon, il y avait Pascal Affi-N'Guessan qui représentait le FPI. On a vu le représentant du parti de Laurent Gbagbo. On a vu le Premier ministre s'exprimer. Beaucoup d'optimisme, en tout cas dans leur voix. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que tous ces acteurs quand même ont conscience qu'il faut refermer une page et reconstruire une nouvelle histoire? Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de plaies béantes quand même dans l'histoire politique ivoirienne. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir véritablement penser toutes ces plaies-là et faire en sorte à semer de nouvelles graines qui permettent une nouvelle gouvernance, en tout cas de la Côte d'Ivoire. Cela va exiger malheureusement de ces leaders politiques une capacité à oublier le passé, à transcender leur ego et à faire en sorte à regarder l'avenir même du pays plutôt que de jouer leurs intérêts personnels. Voyez-vous, donc c'est vrai que à l'ouverture d'un dialogue
nécessairement, tous les acteurs qui attendent une suite favorable ne peuvent qu'exprimer une certaine forme d'optimisme. Mais vous allez voir qu'au moment de poser les vrais problèmes des prisonniers et un certain nombre de faits qui sont quand même sérieux et qui les opposent fondamentalement, il y aura encore des déchirures, des difficultés à s'entendre, etc., etc. Le plus dur reste à venir. Ben absolument, ça c'est évident, mais c'est toujours bien, en tant qu'être humain, de comprendre que le dialogue est un instrument intéressant. C'est-à-dire le fait de communiquer ses idées, ses aspirations, ses convictions à autrui. Mais le problème, c'est que, étant entendu que nous sommes dans un contexte d'un pays, et à partir de l'instant où il y a quelqu'un sur le piédestal de l'État, c'est à lui d'ouvrir fondamentalement le champ et de libérer les choses, et comme je l'ai dit au départ, de faire en sorte que la loi soit appliquée sans parti pris, sans calcul partisan, etc., etc. À partir de cet instant-là, s'il y a les prisonniers qui sont libérés et qu'on construit véritablement le pays, vous allez voir que les leaders politiques eux-mêmes n'auront plus d'arguments, ils n'ont plus de sujet. Parce que tout aura été vidé par l'action visionnaire du dirigeant lui-même. Mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Et puis au même moment, en excluant quelqu'un comme Guillaume Soro, en réalité, on le victimise et on augmente son aura. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs se retrouvent autour d'une table, sauf lui. Ça veut dire que la personne réelle, que le pouvoir d'Abidjan redoute aujourd'hui, c'est la personne de Guillaume Soro. Voyez-vous? Et donc, au même moment, lorsqu'il est victime comme ça, il finit par acquérir la sympathie de beaucoup de personnes qui se disent que, écoutez, on ne peut pas le tricher jusqu'à ce point. Surtout qu'il a une très grande histoire qu'il a construite pour la personne de Alassane Ouattara. Est-ce que la question Guillaume Soro est une question que vous pensez peut être portée par un des partis présents au dialogue? Je ne sais pas, moi, peut-être le parti de Laurent Gbagbo peut poser la question de Guillaume Soro sur la table? C'est la question de la légitimité qui se posera. Quelle légitimité auront-ils à poser le problème? Le Guillaume Soro est plus un allié de Alassane Ouattara qu'il n'est un allié de tous ces autres partis-là. Donc, logiquement, c'est à Alassane Ouattara de régler ce problème avec son ex-allié. Donc, oui, politiquement, on peut poser le problème de tous les prisonniers politiques, de toutes les actions politiques ou judiciaires qui ont été engagées contre certains leaders, mais on ne peut pas greffer cela à la seule personne de Guillaume Kigbafori Soro, parce que c'est un acteur politique certes important, mais il n'est pas le seul. Donc il faudrait que ce soit dans un mouvement d'ensemble où on réglera toutes les questions politiques, où on videra les contentieux. Et je crois que ce qu'il y a surtout à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs politiques veulent donner une chance à la réconciliation. Ils veulent donner une chance au dialogue et que cette opportunité doit être saisie. Une fois qu'elle a été saisie, on peut l'enrichir d'autres choses. Par exemple, comme le retour des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, volontaires ou pas. Mais on peut inclure tout cela dans la discussion. Mais c'est au sein du dialogue qui est en train de s'ouvrir que tout cela peut être mis sur la table et discuté. Et le pouvoir vous paraît, aujourd'hui, dans les discussions, où on le voit ouvert à faire beaucoup de concessions? Bon, il n'a pas de choix, à vrai dire, parce que il faut dire qu'à la suite de la dernière élection, le président Alassane Ouattara a vu son image sérieusement écornée. Voyez-vous, c'est quand même une référence. Et quand on parle de Alassane Ouattara, c'est un modèle, normalement, de réussite en Afrique qui a pu s'affirmer au plan international et qui jouissait d'une certaine aura. Et donc, à partir de l'instant où il a fait plus ou moins un forcing pour avoir un troisième mandat, avec tout ce qui a suivi, son image a été véritablement écornée. Et donc, sa légitimité même est remise en cause, plus ou moins. Donc, à partir de ce dialogue, bien entendu, il n'a pas d'autre choix que de faire en sorte à concéder un certain nombre de choses de manière qu'il puisse conquérir une certaine légitimité, parce qu'à partir de l'instant où les leaders politiques ne vont plus le regarder en chien de faïence et commencer à lui tirer des flèches et tout, cela veut dire qu'il a acquis une certaine légitimité, en tout cas politique. Bon, maintenant, le reste va pouvoir se faire parce que s'il ne fait absolument rien, c'est-à-dire que s'il ne concède rien, ça veut dire qu'il y aura encore du bruit après le dialogue. Et du coup, lui, je pense qu'il a envie de sortir désormais par la grande porte après cette faute, entre guillemets, qui a eu lieu. Je pense qu'il tient beaucoup à son image. Et à partir de cet instant, il n'aura pas d'autre choix de concéder de concéder un certain nombre de choses qui anoblit son image et qui peut permettre qu'il puisse sortir de façon plus glorieuse.
On va passer maintenant au second sujet, c'est le Mali, avec l'annulation de la visite d'État annoncée du président français Emmanuel Macron, visite d'État qui était prévue pour le 20 décembre. Le président français a annulé vendredi le déplacement qu'il devait effectuer au Mali pour rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La présidence française justifie cette annulation par le souci de cohérence avec les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole. Donc, explication de l'Élysée, Louis Magloire Kemayo, ça, c'est la communication politique officielle. On sait toujours qu'il faut aller fouiller plus en profondeur pour comprendre. Déjà, annuler une visite pour ces motifs, est-ce que ça vous convainc? Non, ça ne peut pas convaincre. Je pense que même si on est naïf, on comprend qu'il y a un gros contentieux aujourd'hui qui oppose le gouvernement français au gouvernement malien et que c'est la raison principale pour laquelle le déplacement n'est pas effectué. D'une part, il y a un format qui avait été proposé, celui d'avoir une rencontre au cours de laquelle on discutera, mais où on aura aussi d'autres pays du G5 Sahel qui seraient présents pour un mini-sommet sur la sécurité dans la région. Ça n'a pas été accepté. Et il y a d'autres choses qui n'ont pas pu être débattues parce qu'aujourd'hui, la France a très clairement montré que sa position au Mali est une position où c'est à prendre ou à laisser par rapport à sa présence, par rapport à des partenaires qui pourraient arriver sans son approbation. Donc, si elle ne valide pas l'arrivée d'un partenaire comme l'entreprise privée Wagner russe, cela devrait jouer sur sa présence. La France pourrait partir si ce partenaire vient. Elle a également évoqué quelque chose qui est tout aussi important, c'est que le dialogue intermalien ne peut pas se faire avec les djihadistes. Donc, ce qu'elle qualifie de djihadistes ne devrait pas faire partie de la table, ne devrait pas être autour de la table de négociation avec les autorités maliennes si jamais celles-ci étaient en train de dialoguer avec les djihadistes et autres. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la France peut bien sûr dire que c'est pour des raisons sanitaires, mais cela ne trompe personne. Il enverra, parce qu'il y avait également la dimension rencontrer les militaires français qui sont sur place, il leur enverra un message vidéo, il discutera avec eux par visioconférence. Pourquoi donc n'a-t-il pas transformé ces échanges avec Assimi Goïta en échange via une visioconférence? On aurait pu également envisager cela, mais c'est l'annulation pure et simple qui pose un problème. Vous pensez également qu'il y a anguille sous roche? Oui, absolument, ça, on ne peut même pas douter de cela. Et puis, vous voyez un peu tous les éléments que M. Kemayo est en train d'évoquer montrent clairement que la France a tendance à vider au Mali sa souveraineté. Voyez-vous? Donc, il n'appartient pas à la France, en vérité, de décider de comment les affaires politiques, ou en tout cas la vie politique malienne doit être menée. Qu'elle agisse en partenaire, on comprend, c'est-à-dire qu'elle suggère ses idées, elle montre ce qu'elle peut apporter comme contribution, d'accord. Mais décider ou conditionner sa collaboration à un certain nombre de choses qui vident au Mali sa souveraineté pose fondamentalement problème. Et c'est cela qui est discutable justement dans la position de la France. Et donc je pense qu'à partir de l'instant où Emmanuel Macron n'a pas eu la garantie que ces exigences seraient respectées, bien sûr, qu'il ne pourrait pas se risquer à venir au Mali. D'autant plus que c'était même un forcing qu'il faisait, sans doute parce qu'il est en train de regarder toutes les difficultés que son pays est en train de rencontrer pour maintenir son hégémonie au Mali. Parce que vous avez constaté que le gouvernement malien se montre extrêmement rigoureux, veut montrer une certaine intégrité, veut conquérir sa souveraineté de façon absolue. Et donc, dans ces conditions-là, étant entendu surtout que Assimi Goïta est venu par un coup d'État, Emmanuel Macron n'avait pas manqué d'occasion pour le lui rappeler et lui dire que il est issu. Voilà. Donc, sa légitimité étant remise en cause, logiquement, on ne peut pas s'attendre à ce que le président d'une puissance comme la France puisse venir à Bamako. Ce n'est même pas qu'on a invité Goïta à Paris, mais il vient à Bamako pour pouvoir discuter. Donc, c'était déjà
un effort, un supplément d'âme qui expliquait, qui pouvait s'expliquer par un certain nombre d'enjeux que la France est en train de regarder. Alors si, au-delà de tout ça, les exigences minimales qu'elle a posées ne sont pas respectées, elle ferait preuve d'une incohérence manifeste en allant. En tout cas. Mais moi, je pense qu'il faut quand même faut pas se limiter à cette lecture parce que la France est aujourd'hui dans une position où elle estime qu'elle est mal payée de la solidarité qu'elle a manifestée vis-à-vis des Maliens. Mais elle ne voit pas que dans le même temps, elle a quand même une image qui n'est pas si propre que cela sur le terrain. Pour la plupart des Africains des anciennes colonies françaises d'Afrique, la France a été le problème pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproche aux militaires de faire des coups d'État, mais pendant de très nombreuses années, la France a soutenu, voire mené des actions militaires pour renverser ou maintenir des hommes au pouvoir sur le continent africain. Donc, ce que l'on reproche aujourd'hui aux dirigeants politiques qui sont souvent des militaires, c'est quelque chose que la France a beaucoup encouragé pendant la période de la guerre froide, entre 1960 et la chute du mur de Berlin. Donc, c'est pas comme si quelque chose de nouveau se produisait. On est quand même devant des habitudes qui avaient été prises et dans lesquelles la France n'était pas rose, elle n'était pas blanche, elle n'était pas innocente. Et donc, ce problème-là, il faut le poser. D'autre part, les accords de coopération, y compris de coopération militaire, sont des accords totalement secrets. Ils sont activés à la demande des uns et des autres, mais ils ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Togo ou bien le Mali, le Niger choisissaient d'avoir en plus de la France un autre partenaire, cela ne devrait pas poser de problème. Mais visiblement, ça pose problème. Ça pose problème et ce n'est pas normal que ça pose problème parce que, comme le rappelait Luc, c'est une question de souveraineté. D'autre part, je crois que stigmatiser le fait qu'on a une société privée de sécurité qui intervient, en gros, qu'il y a des mercenaires russes qui interviennent, ce n'est pas nouveau non plus. On a vu des mercenaires français à l'œuvre en Guinée, on en a vu du temps de Sékou Touré, on en a vu au Bénin, du temps de Kérékou, on en a vu aux Comores également. Donc, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Or, aujourd'hui, nous sommes devant une situation d'insécurité qui n'est pas que le problème du Mali. C'est un problème qui se pose au Mali à cause de l'intervention militaire française en Libye et qui est devenu un vrai problème pour les pays au sud du Sahara parce que l'insécurité qui a commencé en Libye s'est propagée au Mali et est en train d'attaquer d'autres pays. Et donc, à ce titre-là, on s'attendrait à ce que l'on ne stigmatise pas les pays qui essaient de trouver des solutions, mais qu'on les accompagne dans ces prises de solutions-là et que cela se fasse de la façon la plus multilatérale possible. Qu'on ne soit pas dans un tête-à-tête entre anciens colonisés et anciens colonisateurs. La MINUSMA est présente sur place, la France est en train de fermer ou de transférer sa base militaire vers le Niger. C'est son droit le plus absolu. Les Maliens ne lui en ont pas voulu, même s'ils ont parlé d'abandon en plein vol. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui, au-delà de tout ce que l'on voit, de la guerre d'information qui est faite par la France, qui est faite par la Russie et qui est portée par certains Maliens également, il faudrait qu'on arrive à trouver la sérénité pour remarquer que le problème principal ici, ce n'est pas la relation entre le Mali et la France, c'est la question de la sécurité au Mali et dans les pays du Sahel. Finalement, dans l'annulation du déplacement d'Emmanuel Macron, qui tient la vedette? C'est Bamako qui décide ou finalement c'est Paris qui ne juge plus opportun? Non, Paris ne juge pas opportun au regard d'une certaine réticence que le pouvoir manifestait vis-à-vis d'un certain nombre de conditions que Paris posait avant de pouvoir laisser son président se déplacer. Voilà, pour aller dans le même sens que ce que m'a dit mon confrère tout à l'heure, au-delà même de ce que la France a apporté des soutiens, etc., aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème de résultat. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis 2013, où la France était venue avec la force Barkhane, l'objectif était justement de neutraliser les djihadistes, les terroristes, etc. Mais après 8 ans après, on constate que non seulement elle n'a pas atteint son objectif, mais le mal se métastase. Okay? Donc, dans ces conditions-là, comment un pouvoir responsable peut rester arc-bouté sur justement ces rapports bilatéraux avec uniquement son partenaire traditionnel dont l'action ne permet pas d'avoir des résultats probants? Donc, normalement, le bon sens
impose que le Mali, en tout cas les autorités maliennes, puissent explorer la possibilité de faire venir d'autres partenaires dont l'apport pourrait justement contribuer à avoir les résultats. Mais il se trouve en effet que la France voit en la Russie un rival sérieux, sinon redoutable. Donc, si la France laisse les Russes venir, quand on parle de Wagner, etc., moi je crois que justement c'est juste une communication pour précisément stigmatiser et empêcher véritablement la possibilité pour le pouvoir malien d'envisager une autre collaboration. Sinon, comme il a dit, mais la France même n'est pas aussi saine que cela dans l'histoire politique de beaucoup de pays en Afrique. Et donc, elle a eu à utiliser des mercenaires un peu partout. Mais curieusement, Wagner a permis d'instaurer ou de reconquérir la majeure partie d'un pays comme le Centrafrique aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, le président centrafricain a eu à recourir à Wagner et aujourd'hui, il a réussi plus ou moins à consolider ou à asseoir son pouvoir. Et le Mali, là-bas aussi encore, la France trouve à dire. Donc, dans le cas malien, on a comme l'impression que la France est en train de voir sa part d'hégémonie, comme je l'ai dit, en train de lui échapper. En tout cas, dans le pré-carré français, africain, voilà, dans le Sahel, etc. Et donc, c'est pour cela, voilà, c'est pour cela qu'il y a autant de bruit autour de dans cette collaboration, en tout cas, entre le Mali et la France. Au niveau du Mali, déjà, la visite annoncée du président Macron, quand on suit un peu les réactions dans la population, ce n'était pas vraiment du goût de tout le monde. Non, ce n'est pas du goût de tout le monde, mais on ne reçoit pas que des gens qu'on aime. On reçoit des fois des gens avec lesquels on n'a pas d'atome crochu. C'est ce qui permet de dialoguer. Si on ne dialoguait qu'entre personnes qui s'entendent, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de saveur. C'est quand on est en désaccord qu'on peut se retrouver et sur la base de nos désaccords, chercher quelque chose qui pourrait nous permettre d'avoir des atomes crochus, de produire des résultats. Parce que le vrai problème ici, ce sont les résultats. La France est présente depuis près de 8 ans. On a commencé avec Serval. Aujourd'hui, c'est un autre dispositif qui est en place. Mais ces dispositifs mis ensemble ne prouvent pas qu'il y a des résultats ou qu'il y aura des promesses de résultats. Et quand on voit la manière dont les États-Unis ont quitté, par exemple, l'Afghanistan, il n'est pas exclu que la France quitte le Mali de façon définitive. Mais sur quelle note la France va quitter le Mali? C'est ça qui préoccupe aujourd'hui les autorités françaises. Est-ce qu'elles partiront sur un échec? Et comment cet échec sera-t-il interprété tant par les djihadistes que par les partenaires de la France, aussi bien en Afrique qu'à l'extérieur? Je crois qu'il y a là une question de forme qui se pose aux autorités militaires et politiques françaises, qui fait que malgré le fait qu'ils sont en train de redéployer le dispositif militaire, il y a une très grosse communication qui est menée au Mali par campagne d'affichage, par publicité à la télévision et autres, pour expliquer aux Maliens qu'on ne les abandonne pas, que la France est là pour marquer sa solidarité, elle ne va jamais les abandonner. Elle est encore au sein de la MINUSMA, elle est encore au sein de la force Takuba européenne, et donc elle ne s'en va pas en les abandonnant comme les Américains l'ont fait en Afghanistan. Mais ça ne trompe pas. Le vrai problème, c'est celui d'arriver à obtenir des résultats. Vous avez posé un problème en Libye dont nous sommes des victimes collatérales. Nous devons ensemble trouver un moyen de résoudre ce problème-là. Et si à deux, nous ne pouvons pas le faire, il est important de trouver d'autres gens qui permettront de régler le problème. Ça ne devrait pas être interprété comme un sentiment anti-français. C'est malheureusement de cette façon-là que c'est perçu par le président français actuel, Emmanuel Macron. Je crois que c'est une erreur d'aller sur ce terrain-là. Ce qu'il faut, c'est arriver à apaiser le jeu politique et à expliquer, à faire un travail de pédagogie auprès d'abord des partenaires, ensuite des populations, comme c'est le cas aujourd'hui avec la guerre d'information que la France est en train de mener sur le terrain, pour expliquer aux gens très concrètement quelles sont les difficultés et quelles sont les perspectives. Et l'une des premières choses qui devrait être faite, de mon point de vue, c'est empêcher que l'approvisionnement se fasse vis-à-vis de ces djihadistes-là. Que ce soit en pétrole, que ce soit en essence ou en armement. Si on n'arrive pas à bloquer leur approvisionnement, la lutte sera compliquée. Nous sommes quand même dans une société où il existe des satellites qui permettent de géolocaliser beaucoup de gens et beaucoup de choses, y compris une aiguille dans un jardin. On ne peut pas me dire qu'il est impossible aujourd'hui aux Américains et aux Français qui sont partenaires dans le Sahel de localiser ces personnes, de savoir par où passent leurs approvisionnements et de couper ces sources d'approvisionnement. Est-ce que finalement la situation
entre Paris et Bamako n'est pas aussi un peu révélatrice d'un changement dans la dynamique des relations internationales que Paris a du mal à accepter? Oui, bien sûr, tout à fait, parce que on a comme l'impression que Paris, dans le contexte africain, a du mal à vivre avec son temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, la mentalité du citoyen africain n'est plus la même que celle d'il y a 20 ans, avec les réseaux sociaux et toutes les opportunités de communication et d'information qu'on a. La mentalité est en train de s'ouvrir et tous les peuples du monde aspirent à une indépendance absolue. Alors, au regard du rôle un peu pécamineux que la France a eu à jouer dans beaucoup de pays de l'espace francophone, bien sûr que les citoyens qui sont suffisamment avertis aujourd'hui commencent à développer un sentiment anti-français. Et ça, c'est une question de bon sens. Je pense qu'il revient justement à l'État français, en tout cas aux autorités françaises, de prendre la juste mesure de tout ce mouvement, de cette dynamique qui est quand même irréversible, qui vient d'être enclenché et donc de s'y adapter. On aurait cru que le sommet de Montpellier visait une démarche de ce genre-là. Mais au même moment, on a comme le sentiment que la France continue toujours de résister et c'est ce qui légitime justement les soupçons selon lesquels, au-delà du fait qu'elle veut aider les pays à lutter contre le terrorisme, elle aurait des intérêts cachés. Parce que si ce n'est pas le cas, comme il a dit, les moyens permettent aujourd'hui de déceler un certain nombre de choses et de limiter la marge d'action des djihadistes. Et il me souvient d'ailleurs que le premier ministre malien, Choguel Maïga, a eu à accuser clairement, directement, la France de financer les terroristes et de les soutenir avec un certain nombre de démonstrations. Mais ça n'a pas reçu une opposition formelle, en tout cas une démonstration contraire de la part de la France pour démentir de façon rigoureuse ces genres d'allégations. Ça veut dire que les soupçons qui donnent, en tout cas qui attribuent à la France une attitude de double jeu, risquent de se fonder si elle ne se détache pas de son attachement à son hégémonie actuelle, en tout cas au Mali, tout comme dans beaucoup de pays de l'espace francophone. Mais pour les autorités maliennes, on s'imagine que ça ne va pas être aussi facile de se... Je ne sais pas si elles cherchent véritablement à se débarrasser de Paris, mais de le faire. Non, je pense que ça n'a même pas de sens de vouloir se débarrasser de Paris. Voilà. L'idée, c'est de dire qu'on est dans une coopération, on peut l'arrêter, c'est un contrat qu'on peut arrêter, c'est un accord de coopération. On peut rompre l'accord, mais ça ne signifie pas qu'on n'est plus amis. Ça signifie simplement que j'ai sollicité l'aide d'un ami, il n'a pas été capable de régler mon problème, je passe à autre chose, je vais voir une autre personne, nous resterons amis, mais nous ne travaillerons plus ensemble sur ce dossier-là. C'est tout ce que cela voudrait signifier. Ça ne signifierait pas que la France est un ennemi, parce que malgré tout, la France investit quand même à la fois en hommes, en matériel et en argent, beaucoup au Mali et beaucoup dans le Sahel. Il y a eu des pertes en vies humaines, c'est au moins 2 millions d'euros qui sont dépensés chaque semaine pour les opérations extérieures de la France au Mali. On ne peut pas dire raisonnablement que la France est en train d'être à la fois pompier et pyromane. Elle ne règle pas le problème comme on aurait espéré la voir le faire, mais il faut aussi rester dans des proportions qui sont raisonnables et dire qu'une rupture de contrat n'est pas un problème d'animosité entre un partenaire et un autre. Mais c'est ce qu'on a entendu sur le terrain ces dernières semaines, c'est France dégage. Oui, sur le terrain, c'est très entendu, parce que les gens sont un peu là. Mais ce n'est pas la première idée que les gens ont eue. Rappelez-vous encore quand François Hollande arrive au Mali, après le lancement de Serval, la France est accueillie. Il y a plein de drapeaux français qui flottent. Les gens courent avec des drapeaux français et ils accueillent les Français comme des sauveurs. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'entre ce moment-là où la France lance Serval et celui d'aujourd'hui où Macron aurait pu être hué s'il était allé au Mali, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là? C'est ça qu'il faut analyser de façon froide, non pas uniquement en termes de j'aime ou de je n'aime pas la France, mais en termes de qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Louis Magloire Kemayou, Luc Abaki, je vous propose de marquer la pause tout de suite. Le temps de suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et nous revenons pour la seconde partie de Le Monde en 7.